Bonjour et bienvenue sur le podcast de Veto Network. Je suis Grégory Santaner, fondateur de Veto Network et consultant dans le domaine de la e-santé animale. Cette chaîne de podcast est née d'une envie d'aller à la rencontre d'acteurs du monde de la santé animale investis dans différentes initiatives numériques. Pour éviter de manquer les prochains épisodes, abonnez-vous via les plateformes habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Podcastix. Cet épisode est produit par Dr Patoun et je remercie Léo Gargaud et Chloé Brett pour le sound design de cette chaîne de podcast. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous trouverez sur la fiche de cet épisode des liens pour accéder aux éléments cités par mon invité que nous allons retrouver dès maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois dans Veto Network le podcast Christophe Ledreff. Christophe est vétérinaire et entrepreneur. Il a cofondé 3 sociétés dans le monde de la santé animale, dont la dernière, Dr Milou, en mode start-up, est très axée sur le digital. Je connais Christophe depuis un certain temps, parce que j'ai pas regardé nos années de promo, mais on ne doit pas être trop loin l'un de l'autre, non ? Je sais plus, t'es quelle année ? On était en prépa ensemble, Grégory. Oui, ça, voilà. Mais je pense que je suis resté plus longtemps que toi à l'école. Donc... Non, t'as dû intégrer avant moi quand même, pour le coup, je pense. Peut-être 97, toi, t'es sorti en 97. Non, 99. J'aurais dû en 98, bon. Mais voilà. Bon. Donc, tu alors, vois, ok, je suis sorti avant toi. Voilà, donc tu vois, mais j'ai traîné un peu en route. Forcément, on s'est croisés puisqu'on est des mêmes générations et puis des intérêts similaires. Christophe était en particulier présent en janvier 2019 à la toute première délégation VetInTech au CES à Las Vegas, et donc ça a été aussi là une occasion de mieux se connaître. Donc je te remercie d'être présent pour ce podcast, et puis est-ce que tu peux déjà pour commencer nous expliquer un peu tes motivations pour le numérique en santé animale au sens très large du terme, d'où ça vient, enfin voilà, ce genre de choses. Bonjour à tout le monde et bonjour à toi Grégory, et encore merci de m'avoir convié dans ton podcast. Je suis hyper flatté et effectivement tu as convoqué les vieux souvenirs, et Las Vegas notamment, ce premier CES, cette première délégation, quel souvenir. C'était vraiment un chouette moment qui nous paraît loin aujourd'hui, mais vraiment vivement qu'on puisse y retourner, et pour l'occasion ceux qui pourront, qui auront la chance d'y aller, n'hésitez pas. Mon intérêt pour le numérique, j'ai écouté ton auto-podcast que j'ai trouvé très intéressant. Et figure-toi que je vais pas être très original, c'est un peu comme toi, on est de la même génération. Chez moi, pareil, il y a eu très vite un ordinateur et très vite j'ai commencé à devoir bricoler à l'intérieur, à programmer en basique. Je pense que voilà, ça vient de là. Et après sûrement ça m'a un peu passé dans mes années d'étudiant, mais à la fin de mes années d'études, je me souviens avec l'arrivée d'Internet que quand il a fallu faire sa thèse, ça a été aussi un outil que j'ai découvert à ce moment-là, qui était très utile. Et puis, au fur et à mesure de l'avènement du digital, ce sentiment que ça peut répondre à plein de besoins, une espèce de curiosité permanente qui peut être assouvie grâce au digital. Je pense que ça vient aussi de là, de ce plaisir à découvrir toujours des choses et à avoir ouvert en permanence le champ des possibles, ce qu'on avait beaucoup moins avant, je trouve. En gros, pour dire d'où vient mon intérêt sur le digital. Après, je suis pas non plus un maniaque, je suis pas un geek, mais j'ai toujours ça dans un coin de ma tête, oui. D'accord. C'est bon, après, j'ai pas encore une grande série d'invités, mais une espèce de curiosité a l'air d'être une sorte de point commun, j'ai l'impression. Ouais, je pense que les gens qui s'intéressent au digital, il y a cette forme de curiosité, déjà de comprendre comment ça fonctionne, et puis de se dire jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut encore inventer. J'ai dit en introduction que t'es multi-entrepreneur vétérinaire. Donc le dernier bébé, c'est Dr Milou. Donc un beau bébé. Tu disais que c'était en mode start-up, très axé sur le digital. Justement, est-ce que tu peux nous en parler, en quoi ça consiste, où vous en êtes Au début, Dr Milou, l'idée, c'est une plateforme qui mettrait en relation des propriétaires d'animaux de compagnie avec des vétérinaires, avec la promesse de pouvoir prendre soin de son animal sans avoir à se déplacer. Donc ça passait par des consultations vétérinaires à domicile et par de la télémédecine. Alors qu'à l'époque, si tu veux, la télémédecine, bien sûr, elle n'était pas autorisée, mais on pressentait quand même que les choses allaient évoluer. Forcément, on voyait ce qui se passait en humaine. Et donc nous, on voulait être présents quand la téléconsultation serait possible, et voilà, pour pouvoir faciliter à distance et à domicile la prise en charge de son animal. Et j'aurais l'occasion de le redire, c'est pas pour remplacer le reste, tu vois, ça vient en plus. Souvent, on nous oppose le digital en disant non, mais ça va
il y aura toujours besoin d'humains, mais évidemment qu'il y a toujours besoin d'humains. Quand je commande un Uber, c'est quand même un mec qui conduit la voiture. Pour l'instant encore, moi je pose pas le digital à l'humain, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose en plus. Et donc le côté un peu plateforme, on l'a rapidement mis de côté parce que déjà, je pense que ça correspond pas réellement à notre ADN, à Samuel, mon associé et moi. Très rapidement, on a inscrit la société à l'ordre, on a fait une société d'exercice avec nos propres vétérinaires, qui soient salariés ou collaborateurs libéraux, mais on a également des vétérinaires qui sont complètement indépendants, qui vont voilà, juste travailler avec nous en mode collaboration sur la plateforme, en mode vétérinaire indépendant, à qui on facilite quelque part la mise en relation avec les propriétaires de notre compagnie. Et au niveau de ce genre de projet, j'avais suivi un peu, mais c'est parce que c'est aussi ça qui m'a donné envie de t'inviter. Le côté financement, vous avez fait comment? Enfin, parce que c'est pas des petits projets. Non, bien sûr. Alors, ça peut toujours être des plus petits projets, puis ça peut toujours être des plus gros. Ça, on en parlera. Quand on parle de digital, on parle quand même souvent aujourd'hui de start-up. Et effectivement, le côté digital, digitaliser un business, on en parlera peut-être après, mais c'est coûteux en sorte. Il faut de l'argent si on veut à la fois développer une plateforme qui tienne la route, et si on veut la faire connaître parce que c'est bien beau d'avoir une jolie plateforme si personne ne l'utilise. Donc, bien sûr, ça nécessite des fonds. À côté de mon appétence pour le digital, il y avait aussi cette envie, je dois bien le confesser, faire une start-up. Je voulais faire une start-up sans trop savoir ce que ça voulait dire. Alors aujourd'hui, avec le recul, j'ai une autre vision, hein. Mais j'avais effectivement envie de créer une start-up, et créer une start-up, c'est forcément trouver des moyens de se financer, et notamment de lever des fonds. Et ce monde de la levée de fonds qui me fascinait. La levée de fonds est l'acte par lequel une entreprise se finance auprès de personnes autres que des organismes de crédit, donc des banques. On peut considérer qu'il y a 3 grandes étapes au moment où on n'a pas encore tout à fait créé parfois de la love money, donc des amis qui vous prêtent de l'argent ou qui vous donnent de l'argent, des aides publiques aussi pour la création. Ensuite, dans un second temps, il peut y avoir des business angels, des fonds d'amorçage ou du crowdfunding qui arrivent au moment de la création, dans les premiers temps de la création. Et quand vous avez vos premiers succès, la levée de fonds peut se faire aussi au niveau de fonds de capital risque avec des sommes souvent plus conséquentes. Donc oui, on a levé des fonds pour Dr Milou, on en relèvera sûrement ou pas. En tout cas, voilà, si on veut faire avancer le projet à un moment donné, tu as besoin d'argent. Alors, il y a deux façons d'avoir de l'argent, c'est d'en gagner, mais parfois, pour en gagner, il faut en dépenser d'abord, et donc pour en dépenser, il faut en avoir. Donc, il faut trouver des modes de financement, que ce soit du financement bancaire, ou alors aller voir des fonds d'investissement, ou des investisseurs de manière générale. Pas forcément tout de suite des fonds, ça peut être ce qu'on appelle de la love money, tes proches, tout simplement, ton réseau, puis après des business qu'on appelle des business angels, qui sont des gens qui ont un peu d'argent et qui veulent investir, diversifier un petit peu leur portefeuille d'investissement, jusqu'au fond, dans ce métier d'aller financer des projets. Nous, on n'en est pas encore là, on en est un petit peu voilà, on est entre les deux. On est passé par le réseau Business Angel. Je trouve des financements publics, c'est à BPI qui aide beaucoup, notamment le secteur de la santé animale aujourd'hui. Il plaît pas mal, il attire pas mal les gens, surtout sur tout ce qui est télémédecine, ce qui est, à mon avis, pas forcément le secteur le plus intéressant, mais comme les gens ont tendance à projeter un petit peu ce qu'ils voient en humaine sur la santé animale, donc ils s'excitent un peu tous sur la télémédecine. D'accord. Et est-ce que vous avez été dans un incubateur, un accélérateur ou des choses comme ça? Et lequel Les deux, capitaine. D'accord. Bon. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous le referiez? On a été dans un accélérateur de start-up. Alors au début, c'est pareil. Quand on prend dans un accélérateur, tu as l'impression d'avoir décroché le Graal, alors que bon, bien sûr, parce que c'est quand même sélectif, tu vois, ils ne disent pas oui à tous les projets. Au final, il faut toujours se méfier un petit peu des conditions, parce que ces gens-là ne sont pas des philanthropes, donc il faut faire un peu attention au début. Tu aurais tendance à dire oui à tout, à signer tout type de contrat. Alors c'est difficile. Après coup, j'aurais tendance à dire ouais, j'aurais peut-être pu faire autrement, parce que ça nous a coûté un petit peu d'argent, tout ça, parce que tu payes, tu lâches des parts de ta boîte, mais au final, avec le recul, je dis c'est le prix de la connaissance. Aujourd'hui, j'ai acquis la connaissance et je l'ai payé, donc si je dois le refaire, je repayerai pas une deuxième fois, je vais le faire un peu différemment. Mais quand tu n'as aucune expérience, c'était pas inintéressant d'être encadré par ces gens qu'on avait et qui nous ont aidés à aller jusqu'à la levée de fonds. Alors ça, c'est plutôt accélérateur. On a été on est d'ailleurs actuellement encore hébergé par un moitié un incubateur, un moitié un accélérateur, c'est à moitié privé, moitié public, ça s'appelle Wilco. C'est très intéressant parce que là, pour le coup, c'est vraiment très sélectif. On était 17 startups sur la promo parmi plus de 100 projets présentés. D'accord.
Et là, tu obtiens des financements très intéressants, ce qu'on appelle des prêts d'honneur. J'ai découvert le prêt d'honneur. Donc, le prêt d'honneur, c'est on te prête de l'argent et toi, tu jures sur l'honneur que tu le rembourseras. C'est ça. Donc, c'est pas mal. Voilà, avec très peu d'intérêt, je crois. Je me rappelle même plus, je crois, pas d'intérêt, pas de garantie. Donc, c'est des organismes qui sont là. Alors, en contrepartie, bien sûr, c'est l'État qui finance, enfin, les collectivités qui financent. Hein, D'accord, ok. Oui, c'est intéressant de montrer tout ça, je trouve, parce que on peut s'en faire des visions fantasmées, ou alors ne pas imaginer que tout ce parcours-là existe et que c'est pas juste avec des bonnes idées, de la bonne volonté que ça suffit. De manière plus générale, comme tu es quand même un observateur avisé du numérique en santé animale, si tu devais des points clés pour toi un peu transversaux de ce qu'il faudrait pour développer le numérique en santé animale, alors dans notre monde vétérinaire ou non, hein, c'est plus large. Je sais pas si tu as des pistes, des idées par rapport à ça. Il faudrait lever les freins. Alors, les freins, ils sont plein de nature. Ils sont d'abord réglementaires. Alors, je veux pas, tu le sais, je suis un ancien conseiller ordinal, j'ai une forte valence ordinale et déontologique. Je veux pas taper sur mes petits camarades. La déontologie, j'y suis très attaché. Mais, et d'ailleurs, j'allais dire, mais parfois, voilà, il y a des freins réglementaires qui sont peut-être parfois de l'ordre un peu du conservatisme. C'est pas le cas d'ailleurs de tous les membres de l'ordre, hein. Il y a des membres qui ont une vision très innovante de la profession, mais c'est vrai que parfois le réglementaire va nous empêcher d'avancer. Quand tu vois ce qui se fait en humaine en termes de télémédecine, c'est quand même assez dingue qu'on ait ce retard-là et que malgré ça, en plus, on reste avec des énormes freins. Puis après, il y a les freins psychologiques, parce que là, on parle de l'ordre, mais l'ordre, comme je dis toujours, l'ordre, c'est les vétérinaires. Les 16 000 vétérinaires composent l'ordre. On est tous des vétérinaires, on vote tous. Donc les gens qui sont à l'ordre, ils ne sont que l'émanation de nous-mêmes. Et on sent quand même, quand on discute autour de nous, quand on voit les échanges sur les réseaux sociaux, qu'il y a énormément de freins psychologiques autour du numérique en santé animale. Et tu penses que ça vient de quoi? Parce que c'est quelque chose là aussi, j'ai pas encore fait beaucoup d'interviews, mais j'en ai préparé certaines, et ce mot de frein, de peur, de choses comme ça, est-ce qu'on est une profession qui est particulièrement comme ça? Et si oui, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que... Moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est pas la profession où souvent t'entends dire, ah oui, mais en France, on est comme ça. Moi, j'en sais rien, j'ai pas voyagé ailleurs pour voir si on était différent. Je pense que c'est l'être humain qui a des freins. Tout le monde a une résistance au changement. Je me souviens quand le projet, alors, je sais pas si je peux donner le nom, mais il s'appelle Vetolib, quand c'était un des premiers projets numériques en santé animale qui est sorti, quand il est sorti il y a 3-4 ans, la réaction sur les réseaux sociaux de vétérinaires, mais c'était d'une violence inouïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va nous ubériser, etc. Aujourd'hui, on est en 2021. Il y a peu de vétérinaires qui contestent le fait que c'est quand même assez pratique que leurs clients puissent prendre rendez-vous en ligne. Enfin, tu vois, un truc que j'aime bien dans le numérique, on dit souvent dans le monde des startups, test and learn. On essaye, on verra. Tu vois. Et souvent, les gens qui sont plutôt des freins vont dire non, on n'essaye pas, ça marchera pas, ça sert à rien d'essayer. Bah, essaye et puis on verra bien. Et si vraiment ça marche pas, eh ben ok, on ne fera pas. Si on se projette un peu dans l'avenir, là aussi, l'avenir du numérique en santé animale à 3-5 ans. Alors. Si les freins se lèvent, oui, je pense qu'il y aura quand même un avènement de la télémédecine qui me paraît inéluctable, qui surtout, je le répète, ne va pas révolutionner la médecine, ça ne va pas changer radicalement notre manière de faire, ça ne va pas remplacer la médecine traditionnelle. La télémédecine, je la vois bien se développer si les freins tombent et si une formation adéquate se met en place. Présente dans d'autres pays depuis plusieurs années, la télémédecine est accessible aux vétérinaires français que depuis mai 2020 et la publication d'un décret d'expérimentation. Ainsi, pendant 18 mois, les vétérinaires français vont exercer la télémédecine dans un cadre particulier et assez restrictif. Je pense quand même que les objets connectés, au-delà de l'aspect gadget, je pense qu'on va passer de côté tout ce qui aura été gadget, qui aura été du test and learn et puis qui aura servi à rien. Mais il y aura sûrement des objets connectés très intéressants et puis voilà, des outils à la disposition des vétérinaires toujours plus performants qui permettront d'aller un peu plus loin dans l'exploration, dans les diagnostics, peut-être dans les traitements également. Voilà, le numérique, c'est tout ça. C'est à la fois le soft et à la fois le hard, comme on dit. Donc, il y aura je vois bien les choses comme ça. De ne pas s'emparer du numérique, tu le dis, le risque de ne pas vouloir s'emparer du numérique pourrait être que on laisserait à d'autres acteurs le fait de s'en emparer, et ça c'est aussi une grosse inquiétude que j'ai.
voilà, aujourd'hui, sur la téléconsultation, il se passe des tas de choses à l'étranger. Aujourd'hui, il y a plus, avec le numérique, tu n'as plus ces barrières finalement, ces barrières de frontières, et sur tout ce qui est online. Si nous, les vétérinaires, on s'approprie pas le sujet, il faudra pas que ce soit d'autres. Et là encore, là, je reprends ma casquette de conseiller ordinal et de Valence ordinal force. Je milite pour que ce soit les vétérinaires qui s'emparent de ce sujet. Donc nous arrivons à la fin de cette interview et j'ai l'habitude de faire un petit questionnaire un peu standard qui explore l'univers numérique de la personne interviewée. Donc, et pour tous ceux qui seront intéressés par les références que pourrait faire Christophe Ledreff dans cette interview ping-pong, ça sera sur la fiche du podcast. Alors on va se lancer. Donc la qualité principale du numérique selon toi? C'est de faciliter la vie des gens. La qualité que tu préfères chez les personnes qui travaillent dans le numérique? Ça rejoint un petit peu le monde de l'entrepreneuriat en ce moment, parce que je travaille avec des entrepreneurs dans le numérique. Ce que j'apprécie vraiment chez eux, c'est ce côté un peu aventurier, un peu chercheur d'or, agile intellectuellement, qui s'interdisent rien, on peut tout penser et tout remettre en cause. C'est-à-dire, je peux dire le lendemain et le surlendemain te dire que non, en fait, c'était une connerie. Ça, j'apprécie énormément cette agilité intellectuelle. Ton occupation numérique préférée? En ce moment, en tout cas, mon dada, c'est les podcasts. Ce que tu fais, j'en écoute beaucoup. Voilà, ça, c'est quand je vais courir, je prends mes oreillettes et je m'écoute des podcasts. Et ça, c'est très, très agréable. Ce qui t'agace parfois dans le numérique? Ce qui peut m'agacer dans le numérique, c'est à l'inverse, les extrémistes qui ne jurent que par le numérique et qui n'ont pas une vision. Moi, je ne veux pas opposer le numérique à l'humain, mais ceux qui pensent tout numérique peuvent m'agacer, oui. Le projet numérique en santé animale auquel tu voudrais participer? Oui, celui auquel je participe, je suis content d'y participer. En fait, je me dis, il n'y a pas un projet actuel autre que le mien qui me ferait dire, tiens, barre-toi et va plutôt suivre celui-là. Mais tu sais, quand on dit souvent dans les startups, il faut que tu règles un problème. Voilà. Moi, je pense que j'en règle un sur le fait de pouvoir s'occuper de son animal de compagnie de chez soi. Ça règle un problème. On va dire que c'est un problème, un petit problème. Je pense pas que ce soit un problème majeur. Moi, je rêve, je fantasme de trouver une solution au pain point, ce qu'on appelle le pain point, donc le point de douleur majeur des propriétaires d'animaux de compagnie, qui est le tarif, nos tarifs, qui sont parfaitement justifiés, on le sait. Je suis pas en train de dire que les vétérinaires, on le sait bien d'ailleurs. Moi, je vois les gens avec qui je bosse dans le numérique, combien ils gagnent beaucoup plus que les vétérinaires. Donc, à la fois, il y a ce gap entre ce que doit gagner un vétérinaire, parce qu'il a une expertise, il a travaillé, il a fait des études, et ce que les gens payent et estiment ne pas devoir payer. Et donc, c'est de trouver une solution sûrement avec le numérique. Comment trouver la solution? Je sais pas, ça peut être aussi sur le financement des soins de la santé. C'est pas que du numérique, ça peut être aussi des politiques de santé publique, etc. Mais en tout cas, c'est comment on trouvera cette solution qui réconciliera les propriétaires de compagnie avec les vétérinaires, qui permettra que les animaux aient accès aux soins de manière égalitaire, qu'on ne sera pas obligé d'euthanasier l'animal dès lors qu'il faut l'opérer et que ça coûte trop cher. Enfin, voilà, j'aimerais participer à ce projet, honnêtement, et c'est peut-être utopique, mais j'aimerais participer à ce projet. Je sais pas si tu as vu Vétéricare, il va dans le sens, et d'ailleurs, petit exclu, ils font partie des gens que je voudrais interviewer dans le podcast. Personne préférée pour toi et qui est impliquée dans le numérique? Quand j'ai démarré Dr Milou, il y a une boîte française qui s'appelle Wistiki, c'est un objet connecté. Ils l'ont fait pour les animaux, donc un petit collier. Donc j'avais fait des colliers connectés Wistiki by Dr Milou ou Dr Milou by Wistiki. Donc c'est trois frères qui s'appellent Lusato, c'est des Français, ils ont monté ce projet, je les trouve top. Voilà. Puis dans le monde du digital, il y a un peu tout ce qui est aussi marketing digital qui me plaît beaucoup. Il y a un mec qui s'appelle Grégoire Gambato que j'aime beaucoup, qui a un petit côté gourou, mais qui est assez intéressant à suivre sur les réseaux, qui est un mec que j'aime bien. Un titre de film qui part du numérique et que tu veux recommander? Voilà, je vais pas être très original parce que je pense pas que j'en ai vu beaucoup, mais je dirais The Social Network, bien sûr, parce qu'il est quand même, sur l'histoire de Facebook, il est quand même fascinant. Pour ceux qui l'ont pas vu, il faut le voir. Ok, super. Un titre de livre qui parle du numérique et que tu veux recommander? Ou il y aurait du numérique, hein? Moi, un livre que qui m'a beaucoup plu quand j'ai créé Dr Milou, s'appelle Platform Evolution, en anglais. Donc, le livre est en anglais, il n'est pas traduit, c'est plusieurs auteurs. Il est très intéressant parce qu'il explique comment fonctionnent les plateformes et donne plein d'exemples, d'anecdotes sur comment se sont créés Airbnb, Uber. C'est passionnant. Bon, voilà, faut se farcir en anglais, mais bon, c'est quand même assez business, mais le bouquin est vraiment chouette. Ok, super. Est-ce que tu aurais un lieu à visiter pour découvrir le numérique?
le CES de Las Vegas, avec la délégation McKinsey. C'est vrai, je n'avais pas pensé, mais oui, tu as raison, c'est un très bon endroit. Un jeu vidéo auquel tu aimes jouer, si tu joues aux jeux vidéo? Alors, je joue très peu aux jeux vidéo. J'y ai joué étant un peu plus jeune et très vite ça m'a gâté parce que je trouve que c'est quand même très chronophage, puis que ça exacerbe les mauvaises pulsions. Donc j'aime pas trop jouer aux jeux vidéo, mais il y a un jeu vidéo que je joue avec mes potes qui s'appelle MPG, Mon Petit Gazon. Ok, sympa. Si tu devais recommander une mesure pour développer le numérique en santé animale, une seule, ce serait quoi? Je vais pas me faire forcément des amis du côté des amis de l'ordre, mais je trouve que dans l'expérimentation actuelle, la barrière qui consiste à dire que on ne peut faire une téléconsultation que sur un animal qu'on a vu dans les 12 derniers mois me paraît être un frein énorme à la téléconsultation, ce qui est fort dommage parce que je pense que c'est une mesure qui est juste copier-coller sur ce qui existe en humaine, sauf qu'en humaine, tout le monde a un médecin référent, donc en général, tu es déjà allé chez le médecin. En santé animale, la moitié des animaux de compagnie ne vont jamais chez le vétérinaire, donc tu exclus d'entrée de jeu toute une population qui n'a pas accès à la téléconsultation. D'accord, ok, intéressant. Une devise ou une citation préférée, numérique ou pas d'ailleurs? En tout cas, numérique, c'est fake it until you make it. J'adore cette expression qui consiste à dire tant que tu n'as pas construit la plateforme idéale, tu te débrouilles. C'est le fondateur de Uber au début, c'est lui qui appelait, les clients l'appelaient et il appelait un taxi. Tu peux aller chercher telle personne. Voilà. Puis après, il a fait une super appli. C'est hyper important parce que quand tu démarres un projet digital, tu vois, si on repense à ce qu'était Facebook la première fois qu'on a créé notre compte. J'aimerais bien revoir la plateforme d'ailleurs parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle était aujourd'hui. Mais nous, on oublie et quand on crée un projet digital, on veut faire Facebook, on veut faire Uber, on veut faire tout de suite le gros truc. Mais sauf que le gros truc, c'est 20 développeurs à temps plein, que ça va te coûter une blinde. Donc voilà, fake it until you make it. Ok, super, je prends. Et du coup, on arrive un peu à la fin. Une dernière chose à dire, à transmettre, qu'on n'aurait pas abordé. Là, c'est parole libre. J'ai envie de dire à nos consoeurs, à nos confrères, n'ayez pas peur. Le numérique, ça peut apporter plein de choses. Ça règle pas tout. Ça n'enlève pas l'humain. Jamais. Ça n'enlèvera jamais l'humain. Et au contraire, ça peut. Quand on parle de vétérinaire augmenté, ça ne peut qu'augmenter notre pratique. Voilà, donc, et puis, je trouvais ça super sympa d'être dans ce podcast, de se dire que ça fait peut-être 25 ans qu'on se connaît. Et si on nous avait dit à Berthelot dans les années 90 qu'un jour toi et moi on parlerait avec des oreillettes dans un truc qu'on appelle podcast du digital en santé animale, je pense qu'on n'aurait même pas compris ce que ça voulait dire. Écoute, un grand merci. Je pensais pas retourner de manière nostalgique en prépa comme ça fait bizarre. J'espère que ces échanges autour du numérique vous ont plu. Vous pouvez retrouver sur la fiche de cet épisode des liens pour accéder aux éléments cités par mon invité. Ils vous permettront de mieux découvrir son univers numérique et de développer le vôtre. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne de podcast Veto Network. Et en attendant, retrouvez les actualités de la e-santé animale sur www.vetonetwork.com avec la chaîne YouTube, la newsletter, la page et le groupe Facebook, les comptes Twitter et Instagram, les webinars, bref, tous les moyens possibles pour vous parler de la e-santé animale. À bientôt pour le prochain épisode de ce podcast Veto Network.